Shaoul Ben Shimol, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. D'ordinaire, on se projette vers la paracha de la semaine en cette fin de semaine d'actualité et cette semaine elle a été particulièrement mouvementée. Mais là, avec vous ce matin, eh bien, on va se projeter, on va dire, plusieurs milliers d'années en arrière, près de 3000 ans en arrière, à l'époque des royaumes d'Israël, pour essayer de calquer, on va dire, la situation politique dans laquelle on se trouve actuellement, avec ce fameux gouvernement extrêmement volumineux, plus de 30 ministres dans ce gouvernement de Binyamin Netanyahou. Essayez de comprendre un peu comment, à l'époque, on va dire, à l'époque du royaume du roi David, du roi Shaoul, du roi Salomon, eh bien, comment eux-mêmes géraient-ils la situation? Quelle était leur situation politique? Et est-ce qu'ils avaient eux aussi autant de ministres que Binyamin Netanyahou va en avoir dans le prochain gouvernement qui devait être formé hier soir et qui sera peut-être formé en début de semaine prochaine? Écoutez, déjà, merci de me recevoir. Un commentaire général sur votre question. Il faut se garder de faire des comparaisons hâtives entre les temps que nous vivons aujourd'hui et ceux des royaumes d'Israël, puisque chaque contexte est différent et donc les pouvoirs mis en place sont fondamentalement différents, notamment dû au fait que, à l'époque que vous évoquez, donc des rois d'Israël, précisément, ce sont des monarchies et aujourd'hui nous sommes dans la démocratie. Cela étant, si on peut, disons, considérer quelque chose qui serait comparable dans le sens où il serait souhaitable de reproduire aujourd'hui ce qui s'était reproduit à l'époque, ça serait de prendre en considération l'époque du royaume de Salomon, de Shlomo, qui comporte dans son propre nom tout le programme, celui de la paix, de faire régner la paix dans les foyers. Et la paix, c'est précisément deux points. Faire régner la paix sur le plan économique et faire régner la paix sur le plan de la sécurité par rapport aux ennemis qui pourraient se dresser depuis l'extérieur. Donc, au niveau du nombre de l'organisation globale de la gouvernance du pays du roi Salomon, le roi Salomon, au chapitre 4 des rois 1, on nous dit que la première mesure qu'il prend, c'est de nommer des ministres. Son souci, c'est pas de savoir combien il va en nommer, mais c'est de faire régner la paix. Il en nomme notamment 12 qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Et c'est une façon pour lui déjà de faire régner la paix, de donner dans cette délégation de pouvoir qui de fait réduit le sien, la possibilité à chacune des tribus d'Israël de donner son opinion dans la durée, tant du point de vue de l'organisation économique que du point de vue de l'organisation spirituelle, puisqu'il nomme 12 préfets en quelque sorte. Et la grandeur du roi Salomon, c'est que c'est la première fois, et peut-être une des dernières, en espérant que cette période justement se renouvelle, que le roi Salomon règne, comme dit le premier verset du chapitre 4 des rois 1, sur Israël, sur la terre d'Israël. Quand on dit ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent, même le roi David n'avait régné que sur le territoire de Yehuda. Or, la grandeur du roi Salomon et l'organisation ministérielle qu'il met en place lui permet de régner à la fois sur le royaume d'Israël, sur le royaume de Yehuda, mais aussi sur le royaume d'Israël. Et donc, l'objectif du roi Salomon, c'est de rassembler en essayant de gommer toutes les dissensions, toutes les différences. Et d'ailleurs, il faut remarquer que le chapitre 4, qui donc indique les nominations qui sont faites par le roi Salomon, précède le chapitre 3 des rois 1, où on a la fameuse histoire du jugement du roi Salomon, qui n'est qu'en réalité une allégorie de deux royaumes, de deux mers, qui refusent chacune de faire des concessions pour pouvoir faire vivre l'enfant qu'elles prétendent être le leur. Et c'est une allégorie en réalité des royaumes de Yehuda et d'Israël qui jusqu'à présent n'étaient prêtes à faire aucune concession pour vivre en commun dans la paix et la sérénité. Donc, je dirais, peu importe le nombre de ministres, l'essentiel, c'est qu'ils n'oublient pas le principe suivant, c'est que la paix doit régner. Elle n'est pas facile d'atteindre cette paix, c'est pour ça que pas n'importe qui peut prétendre être le roi et pas n'importe qui peut prétendre être le ministre, mais l'essentiel, c'est de faire régner la paix et la justice sociale.
Alors, est-ce que le Tanakh, dont vous êtes référu, mentionne la réaction, on va dire, du peuple, de la population à ce genre de nomination de préfet ou de ministre à l'époque du roi Salomon? Est-ce qu'il y a des témoignages, il y a des éléments qui nous permettent de penser comment le peuple réagit? Oui, précisément, justement, le Talmud, grâce au premier verset de ce chapitre 4, qui nous dit que Salomon a régné sur l'ensemble de la terre d'Israël, c'est-à-dire en rassemblant toutes les deux grandes tendances, celle de Yehuda et celle d'Israël, on nous dit que le peuple a accepté avec joie le règne du roi Salomon, parce que il avait prouvé, et c'est là l'essentiel de la guidance du roi ou du ministre ou du premier ministre, c'est régner avec la sagesse qu'il avait mis en œuvre à l'occasion de son jugement à l'encontre des deux femmes qui étaient venues le solliciter, deux femmes qui étaient des couches les plus modestes de la société. Mhm. Donc oui, le peuple a réagi très favorablement. Le texte lui-même dit que le peuple vivait tranquillement sous ses figuiers Mhm. et ses vignes dans la paix et la quiétude. Par contre, ce qui évolue dans ces chapitres 4 à 6 des rois 1, c'est que progressivement, les choses donc, se passent très bien, puis progressivement, les choses se délitent un peu, puisque souvent, quand le pouvoir peut corrompre, Mhm. et on tombe dans ce qu'on appelle l'idolâtrie du pouvoir, qui consiste, d'après les textes, à prendre les moyens pour des fins. Et donc, l'excès de pouvoir, en quelque sorte, conduit notamment à élever sensiblement l'impôt. Et là, les gens, bien sûr, réagissent de façon assez négative, ce qui va d'ailleurs conduire à la fin du règne du roi Salomon. Ah, oui, c'est cela, Mais ça prend un effectivement. certain temps. Et la Haftara qu'on lit cette semaine, les deux Haftarot, que ce soit Béar ou Bechukotai, elles sont issues du livre de Jérémie. Et le livre de Jérémie, qui est l'auteur, d'après l'essentiel des avis du Talmud, du livre des rois, justement, Mhm. consiste à mettre en garde sur cet excès de pouvoir qui souvent est fatal. Et donc, quelque part, il y a aussi, donc, à cette époque, même sous une forme de monarchie, avec un roi comme Salomon, qui a été, on peut le dire, tout-puissant, il y a aussi des risques. Même lui, même le roi Salomon, dont on dit qu'il était le plus sage des hommes, eh bien, lui aussi a finalement, sur la fin de sa vie, on le sait à travers la suite de ses écrits, de Coëlette, de Michelet, il a péché par excès, lui aussi, au niveau du pouvoir. Il a terminé sa carrière, on va dire, on va dire de manière extrêmement douloureuse, quoi. Oui, si vous voulez, mais ce qui nous importe, je pense, et pour vos auditeurs, c'est de savoir que aujourd'hui, on est un peu comme après le jugement du roi Salomon dans une période idéale pour reconstruire quelque chose. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le gouvernement qui est du nom national, eh bien, c'est une chance unique pour reconstruire quelque chose de Mhm. nouveau dans ce mode post-coronavirus ou post-confinement. L'essentiel, c'est de ne pas oublier, et c'est le sens de toute la paracha de Béhar, que la terre ne nous appartient pas Ouais. et elle deviendra ce qu'on en fera. Et ce qu'on en fera, c'est le gouvernement, il n'est que l'émanation de ce que le peuple veut faire de cette terre. D'ailleurs, c'est ce qu'on dira aussi dans le chapitre 5 des Pirkei Avot qu'on lira Shabbat. Ce qui conduit souvent au malheur, c'est d'oublier la chose essentielle, c'est que la terre ne nous appartient pas Mhm. et que dans les moindres détails de la vie quotidienne, il faut partager notamment avec les plus démunis. Et qu'il faut faire montre effectivement d'une sorte de, je ne sais pas si on peut utiliser le terme de compassion, mais de solidarité nationale, donc y compris sur le plan social, comme ça doit être le cas pour le gouvernement qui va être formé face à cette situation économique dans laquelle on se trouve. Oui, oui, moi je pense que c'est une chance unique et c'est une bracha presque que nous ayons un gouvernement du non national. C'est une chance de considérer
toutes les tendances et en priorité de se focaliser sur le pire de nos ennemis, à savoir la pauvreté et l'injustice sociale. Dans les ministres que nomme le roi Salomon, il est clairement explicité que l'un des ministres est le ministre, il y a deux ministres qui sont explicités, celui de l'économie, celui du Haut-Tsar, comme c'est mentionné dans la Bible, et celui de la justice. Mmh. Parce que finalement, il y a également nommé de façon explicite celui des armées. C'est le triptyque fondamental de la coexistence et de la durée, celui de maintenir la sérénité et la paix au sein de toutes les tendances d'Israël, et donc de chasser l'égoïsme par tous les moyens possibles. Eh bien, Shaoul Ben-Shimol, c'était très intéressant de faire ce lien avec vous, justement, dans cette situation politique aujourd'hui et comment, à l'époque à l'époque des rois d'Israël, eh bien, on essayait de gérer d'une certaine manière ou de créer d'une certaine manière une forme de gouvernement. Dans quel cadre de valeurs on le faisait. Vous vouliez rajouter un autre renseignement qui est lié à la paracha ? Écoutez, lié à la paracha et lié aussi au contexte de la monarchie du roi Salomon, le fer de lance du roi Salomon vis-à-vis de l'extérieur, donc vis-à-vis de l'intérieur, on a dit que c'était la justice sociale. Vers l'extérieur, ce qui fait rayonner le peuple d'Israël par l'intermédiaire du roi Salomon, c'est son intelligence et sa culture. Et c'est pour ça que dans ces chapitres 4 à 10, on montre aussi comment, jusqu'à l'extérieur des frontières d'Israël et très loin, notamment vis-à-vis du royaume de la reine de Saba, son intelligence et le savoir des Juifs de l'époque rayonnent. Je pense que s'il y a quelque chose qui nous invite aussi dans cette paracha à réfléchir dans la façon de gouverner, c'est comment rayonner le plus possible, non pas par sa capacité à vendre des armes ou ériger des barrières, mais surtout par notre capacité à montrer l'exemple dans le savoir. Et la paracha de cette semaine, elle nous invite notamment à reprendre connaissance, à réétudier de façon fondamentale les valeurs que sont celles de l'étude pour prendre conscience que justement la terre ne nous appartient pas et qu'elle doit être partagée. Donc je dirais que la valeur fondamentale, le fer de lance vis-à-vis de l'extérieur, c'est faire en sorte, au travers de nos gouvernants, que le savoir d'Israël et notamment celui de sa Torah rayonne non seulement à l'intérieur mais jusqu'à l'extérieur, pour que les nations viennent nous demander comment elles, de nouveau, face aux problèmes qu'elles peuvent vivre, elles peuvent combattre et réussir. Oui, c'est un peu ce qu'on a vu sur le plan sanitaire ces dernières semaines à travers la gestion de la crise par l'État d'Israël, puisque plusieurs nations se sont inspirées de l'État d'Israël comme modèle pour essayer de gérer cette crise sanitaire. Merci beaucoup, Shaoul Ben-Shimol, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour terminer cette semaine d'actualité sur une note plus spirituelle et sur cette comparaison que l'on doit faire avec beaucoup de prudence donc de la situation politique aujourd'hui face à la formation de ce gouvernement et de la manière dont les rois d'Israël géraient eux-mêmes leur propre gouvernement. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom et à bientôt, Shaoul. Merci, Shabbat Shalom à vous et à vos auditeurs. Shalom, shalom.